Bonjour Adrien Gindre, votre invité aujourd'hui? Il a été ambassadeur de France en Israël, à l'ONU, aux États-Unis. C'est lui qui était en poste à Washington en 2018 lors de la dernière visite d'État d'Emmanuel Macron. Bonjour Gérard Haro. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui. C'est aux éditions Grasset. Je le disais, 2 visites d'État en 4 ans pour Emmanuel Macron. C'est d'ailleurs la première visite d'État que reçoit Joe Biden. Pourquoi la France? Pourquoi Emmanuel Macron? Donc c'est une bonne question parce que c'était aussi la première visite d'État de Donald Trump pour Emmanuel Macron, la première visite d'État de Joe Biden pour le même Emmanuel Macron. À 4 ans d'intervalle, Quel succès! Je n'ai pas trouvé d'autres exemples dans l'histoire des États-Unis de l'invitation d'une personnalité pour une visite d'État avec un délai si court. D'abord, c'est une visite d'État, comme le savent les spectateurs, c'est un moment fort. Parce c'est le que plus grand rang protocolaire qu'on puisse imaginer. Là, on met les le petits plats dans les grands. Vraiment, les orchestres, les hymnes nationaux, les troupes, le grand dîner, le smoking, voilà. Et le président vient avec le gouvernement, avec une partie du gouvernement, avec des invités. On honore vraiment l'invité, on montre l'estime qu'on lui porte. Et le pays, naturellement. Donc, c'est une manière un petit peu de dire, aujourd'hui, dans les problèmes de sécurité, et Dieu sait s'il y en a en Europe, l'interlocuteur, c'est la France. Parce que d'abord, l'Allemagne refuse toujours les responsabilités de la puissance et le Royaume-Uni, d'abord, il dérive à cause de Brexit. Et en plus, sur l'Ukraine, la France est plus proche des États-Unis que le Royaume-Uni. Et donc, aujourd'hui, Biden se dit, vous savez, c'est la phrase de Kissinger, quel est le numéro de téléphone pour appeler les Européens? Eh bien, Biden doit se dire, c'est Paris. C'est plutôt celui d'Emmanuel Macron. Paris. Alors, vous le disiez, il y a le faste, il y a le protocole. Aujourd'hui, même s'il est déjà sur le territoire, Emmanuel Macron sera solennellement accueilli à la Maison-Blanche. Il y a une cérémonie d'accueil, il y aura un entretien avec Joe Biden dans le bureau ovale, il y aura une conférence de presse commune tout à l'heure à 17h30, à suivre en direct sur LCI d'ailleurs. Un dîner d'État ce soir. Alors, on a déjà le détail, du homard, 200 crustacés vivants qui ont fait leur dernier voyage jusqu'à Washington, du bœuf, de la courge, du potager de la Maison-Blanche, un gâteau à l'orange. Mais dès hier, en fait, avant ce dîner d'État, il y avait déjà un dîner privé dans un restaurant italien, ni américain ni français, mais italien à Washington, entre les 2 couples présidentiels. Qu'est-ce qui se dit dans ce type de rendez-vous? Est-ce que c'est du small talk, comme on dit? Est-ce qu'on fait la conversation ou est-ce qu'on est vraiment sur le fond des dossiers politiques? On est entre les deux. C'est-à-dire, d'abord, il y a pour créer une relation amicale entre les 2 présidents, entre les 2 couples, parce que, vous savez, les relations internationales, c'est des êtres humains qui les mettent en œuvre. Donc, à la fois, il y a le cerveau, mais il y a aussi l'affectif. L'affect qui peut jouer. Et donc, c'est ce qu'avait essayé de jouer, d'ailleurs, Emmanuel Macron avec Donald Trump, ce qui n'est pas simple. Et donc, avec Joe Biden, il y a ce côté aussi, créer un lien, et puis parler aussi des affaires, et en parler de manière libre. Une sorte de faire le tour des affaires, la vision du monde, vérifier. On ne va pas parler des dossiers, vous voyez, mais par exemple, où va le monde, comment tu vois la Chine, toi avec la Chine. On se donne quelques grands repères. Des grands repères, essayer de voir s'ils sont d'une certaine manière sur la même page. Mais vous venez de dire quelque chose qui me paraît très important. On n'est pas donc simplement dans un chef d'État qui parle à un chef d'État, on est vraiment dans 2 hommes. La dimension personnelle, c'est pas un fantasme, ça compte réellement en diplomatie. Ça compte, naturellement, ça ne va pas réussir, vous n'allez pas réussir à faire oublier les intérêts au nom de l'affectif. Mais lorsque 2 hommes se parlent, vous le savez bien, nous avons tous le même problème, c'est est-ce que je peux faire confiance à ce qu'il me dit? Et donc c'est pour créer ce lien de confiance que ce genre de dîner est important. Alors, je le disais tout à l'heure, vous étiez en poste en 2018 lors de la précédente visite d'État d'Emmanuel Macron à Washington. C'est vous qui l'avez préparé. Comment ça se prépare? Qui décide de quoi en de pareilles circonstances? Est-ce que ce sont les Américains parce qu'on est chez eux? Ou est-ce que c'est la France parce qu'on dit on vient, on voudrait ci, on voudrait ça? D'abord, les Américains arrivent avec un projet de programme. Donc l'ambassadeur discute avec le chef du protocole. Il y a un projet de programme. L'ambassadeur a déjà une idée quand même de ce que les Français veulent. Et ensuite, on envoie le programme à Paris.
Et donc Paris réagit. Donc vous comprenez que l'ambassadeur est entre le marteau et l'enclume, le marteau de l'Élysée et l'enclume du protocole américain. Ça doit être très sympathique. Et donc on essaye en permanence de rapprocher les points de vue, ce qui n'est pas toujours simple, mais enfin on y arrive. Et puis le chef du protocole français vient en mission pour préparer la visite, donc il arrive avec la sécurité, parce qu'à notre époque, la sécurité, c'est très important, et donc ils arrivent, et on a une séance d'une journée à la Maison-Blanche pour préparer la visite. Mais tout ça s'est figé très longtemps à l'avance. Et je vous pose la question parce qu'Emmanuel Macron, il a aussi la réputation dans le quotidien de décider très tard et de bien aimer garder jusqu'au dernier moment. Vous avez de bonnes informations. C'est en effet un des problèmes. C'est-à-dire on arrive à un accord sur un programme. Alors ça a duré des semaines, hein, et puis quelqu'un vous dit et affole l'ambassadeur en disant bon, maintenant nous allons consulter le président. Mais alors ils le disent à 10 jours de la visite. Et donc vous avez des sueurs froides, comme si le président décide non, je ne suis pas d'accord. Et alors là, c'est un peu à l'ambassadeur d'intervenir et à certains moments de dire, avec tout le respect que je porte au président, désolé, c'est trop tard. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, il y a 4 ans, lors de la dernière visite? Est-ce qu'il y a des moments qui vous ont frappé ou qui vous ont étonné? Non, pas. Il faudrait. Vous savez, j'avais l'habitude de Donald Trump, donc on peut s'étonner de son comportement, de ses phrases dans l'emporte-pièce, de ses gestes. Vous savez, le fameux geste où il a enlevé, paraît-il, des pellicules sur le col du président. Enfin, voilà. Bon, ça c'est du Trump et j'en avais l'habitude. Non, c'est le. Vous savez, les Américains sont des hôtes assez chaleureux. Il y a un mélange très américain, et je pense que les Français, nous ne savons pas faire. Il y a un côté très formaliste, contrairement à ce qu'on pense. Les Américains, ils adorent le smoking, ils adorent l'uniforme, ils en rajoutent même. Ce sera de vigueur d'ailleurs ce soir au dîner Ce soir, smoking, ils en rajoutent d'ailleurs. Mais par ailleurs, il y a un côté bon enfant. Et donc ce mélange décontraction et formalisme, qui du coup est vraiment pas français, est pas désagréable. Le résultat n'est pas désagréable. Il y a aussi une tradition dans ces voyages d'État, ce sont les cadeaux. Alors on sait déjà ce qu'Emmanuel Macron va offrir à Joe Biden, je vais le citer, une couple de la maison Christophe, en hommage à la grande époque où Christophe traversait l'Atlantique à bord du paquebot Normandie, un disque en vinyle de la bande originale du film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Il y a des produits made in France aussi, un pull de Saint-James, une montre Lip. Comment on choisit ces cadeaux? Quel sens on leur donne? Pourquoi est-ce qu'on arrive comme ça avec sa petite besace? Alors ça, c'est le choix qui est fait à l'Élysée. Et en général, ça dépend des présidents, et je ne sais pas ce qu'il en est dans ce président. En général, c'est souvent madame qui choisit les cadeaux. C'est une question d'un peu de sensibilité, de dire quel est le message que je veux envoyer. Et alors en plus, les Américains qui ont des règles ne peuvent pas accepter de cadeaux de plus de $15. Donc ce qui veut dire que le président Biden, ça va aller dans un organisme officiel. Hein. Le président Biden lui-même ne peut absolument... C'est pas lui qui a la jouissance personnelle des cadeaux. Absolument pas. C'est effectivement la même chose en France où on garde effectivement tout ça précieusement. C'est pas du tout le cas. Alors, il y a certes l'apparat, mais il y a aussi le fond. Avec Joe Biden, ça avait quand même pas très bien commencé. Il y a 1 an, on appelle ça AUKUS en mauvais français, il y a l'affaire des sous-marins australiens. Ce contrat qui devait échoir à la France et finalement qui nous a été soufflé par les États-Unis et dans une moindre mesure le Royaume-Uni. D'ailleurs, à l'époque, je parle sous votre contrôle, mais je crois que c'est la seule fois où l'ambassadeur de France aux États-Unis a été rappelé pour consultation, histoire de marquer notre mécontentement. Est-ce que cette page aujourd'hui, elle est tournée? Ou est-ce que c'est ce voyage en fait qui permet de la tourner? Non, elle n'est pas tournée, mais d'une certaine manière, bon, c'est une affaire importante, mais elle s'efface un petit peu devant la gravité des dossiers qui sont sur la table des Français et des Américains. Vous avez quand même la guerre en Ukraine. Et donc, et là, la guerre en Ukraine, on ne le souligne pas assez, Français et Américains sont assez proches. C'est-à-dire qu'ils sont le soutien à l'Ukraine, mais ils veulent laisser la porte ouverte à la négociation. Ce qui est différent des Britanniques ou des Polonais qui, eux, veulent la chute de Poutine. Donc là, il y a un accord et je suis sûr que les présidents discuteront à la fois de qu'est-ce qu'on doit faire pour soutenir l'Ukraine, mais aussi qu'est-ce qu'on doit faire pour garder la porte ouverte à la négociation. C'est quand même du lourd, là, hein, vraiment. Vous avez aussi la relation avec la Chine. Se met en place la confrontation sino-américaine et nos amis américains sont en train de nous demander choisissez de votre camp. Oui, et si possible, choisissez le nôtre. Évidemment, c'est même pas si possible, c'est choisissez votre... Voilà. Alors, on va reprendre ces 2 dossiers dans un instant, parce que vous avez raison, ils sont majeurs, mais il y a quand même un sujet de désaccord. Alors, si c'est plus l'AUKUS, c'est quand même ce qu'on appelle l'Inflation Reduction Act. C'est un plan à près de 400 milliards de dollars
pour favoriser les entreprises américaines, sous couvert de transition écologique en partie. Emmanuel Macron a quand même eu des mots très forts ces dernières heures. Il parle de subventions super agressives. Il dit que ça risque de fragmenter l'Occident. Bon, il parle à un ami. C'est quand même assez haut dans la gradation de ce qu'on peut dire à un ami. Non, mais c'est pas. Je dirais, c'est plutôt, on parle à un allié, n'est-ce pas? Là aussi, c'est des sentiments dans ce que sont les relations internationales. Et les relations internationales, ce sont des intérêts. Donc là, il y a des sujets sur lesquels nous sommes d'accord, l'Ukraine. Sur la Chine, je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord, d'ailleurs. Et là, sur ce sujet, nous sommes franchement en désaccord. Oui, au moins c'est clair. Et donc, c'est clair. Et donc là, Emmanuel Macron va faire part du désaccord. Mais vous pensez qu'il peut obtenir quelque chose? Parce que il y a le sujet des prix du gaz. On aimerait que les Américains nous vendent le gaz moins cher. Il y a le sujet des règles appliquées à nos entreprises. On aimerait pouvoir bénéficier d'exemptions. Est-ce que les États-Unis peuvent nous dire oui, pas de souci, on le fait? Non, je ne pense pas, parce que pour le gaz, de toute façon, ce sont les sociétés privées. Et donc, contrairement à la France, les sociétés privées font un petit peu ce qu'elles veulent en rapport avec le gouvernement. Et sinon, sur le reste, les États-Unis, c'est comme tous les pays, ça ne comprend que les rapports de force. Si les Européens ne font pas la même chose sur leur propre marché, les Américains n'ont aucune raison, finalement, de céder à des demandes des alliés. Les États-Unis sont un pays fondamentalement protectionniste qui n'ont cessé d'être les apôtres du libre-échange pour les autres. Mais ça ne date pas d'hier, et ce n'est pas une rupture, ce n'est qu'une aggravation d'une tendance que nous connaissons beaucoup. Donc c'est aux Européens de se défendre. Mais à cet égard, vous dites que c'est une nation protectionniste, c'est-à-dire que Joe Biden, président, c'est pas mieux que Donald Trump, peut-être même d'ailleurs que c'est pire, parce que de manière très schématique, vue d'Europe, on se dit... Allez, Donald Trump, c'était le méchant, Joe Biden, c'est le gentil, mais c'est pas du tout ce qui se passe, en fait, dans la réalité pour nous. Mais non, parce qu'en réalité, ce qui se passe, mais ça se passe aussi en Europe, vous avez une véritable révolte des Américains contre le libre-échange, parce qu'ils pensent que c'est le libre-échange qui explique la désindustrialisation de régions entières aux États-Unis, comme d'ailleurs ça a été le cas en Europe. Eh bien, les présidents Trump ou Biden ont entendu leurs électeurs, et donc on renforce encore le protectionnisme. Et l'administration Biden a dit clairement, nous ne signerons pas de nouvel accord de libre-échange avec un quelconque pays que ce soit. Donc c'est une tendance protectionniste de long terme, politique, et qui ne cessera pas, qui n'a pas cessé avec Trump, qui ne cessera pas avec Biden, et les Européens doivent le comprendre. Est-ce que pour autant, Joe Biden est un allié ou un partenaire, vous allez dire le bon terme, mais plus facile ou plus fiable que l'était Donald Trump? Oui, parce que la différence, c'est que Donald Trump disait ce qu'il pensait et ne se préoccupait pas des Européens ou des autres. Il annonçait ses décisions brutalement, alors qu'avec les Américains, disons qu'on peut espérer négocier. On peut aussi espérer avoir une volonté de leur part de conserver une relation avec l'Europe qui est importante. N'oubliez pas que Donald Trump, lui, voulait dénoncer l'OTAN, par exemple, et voulait quitter l'Europe. Quitter l'OTAN et plus ou moins ne plus avoir de politique européenne. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a une tentation forte qui est de dire il n'y a qu'une chose qui compte, c'est la Chine. Et donc, d'une certaine manière, l'Europe, c'est beaucoup moins important pour nous. Et avec Donald Trump, s'il revient en 2024, ce sera le cas. Avec Joe Biden, c'est quand même plus nuancé. Est-ce que vous pointez là, visiblement, Emmanuel Macron l'a senti et le redoute, parce que cette nuit, il dit il y a un risque que l'Europe devienne une variable d'ajustement pour les États-Unis, précisément dans le contexte international que vous décrivez. Est-ce que c'est comme ça que les Américains nous regardent? Ah oui, il faut se dire que pour les Américains, la menace, c'est la Chine, et les potentialités de croissance, c'est l'Asie. C'est-à-dire, Obama disait l'avenir du monde se jouera entre New Delhi et Los Angeles. Il n'y a pas l'Europe. Et donc, pour les Américains, vous savez, l'Europe, c'est un peu une vieille dame qu'on aime bien. Alors, Trump n'est pas très poli avec la vieille dame, mais on l'aime bien. Mais là, il n'y a que 2% de croissance. Et en plus, les Américains, considèrent que la Russie n'est plus un problème. Ils considéraient que la Russie, c'est une puissance régionale. C'était vraiment... Obama c'est pas un concurrent international. Voilà, c'est certainement pas économique. De leur niveau. C'est pas de leur niveau, c'est ni économique, ni politique. Et donc, les États-Unis partaient sur la pointe des pieds de l'Europe. Et c'est Poutine qui les a rattrapés par les basques en envahissant l'Ukraine. Mais si le conflit ukrainien cesse ou est réglé, la tendance reprendra du côté américain. La Chine, la Chine, la Chine. Un petit décryptage de mots et de lexique diplomatique. Officiellement, la France dit qu'on veut resynchroniser notre agenda avec les États-Unis. On est d'accord que c'est une manière de dire qu'on n'est pas d'accord.
Exactement, qu'on n'est pas d'accord et qu'on veut... Et de nouveau, resynchroniser, ça veut dire, en plus, ça ne veut pas dire arriver à un accord, ça veut dire qu'on soit d'accord au moins sur les sujets de désaccord. Alors, vous disiez, vous avez cité à plusieurs reprises la Chine, c'est très important. Il y a ce qu'on peut appeler une sorte de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et il y a effectivement, vous y faisiez allusion, l'Europe qui est un peu entre les deux. Sauf que historiquement, l'Europe, elle est quand même dans le camp occidental, elle est dans le camp des États-Unis. Est-ce qu'il y a une discussion réelle sur ce point-là? Est-ce que l'Europe a un choix à faire? Ou est-ce que, de fait, elle est dans le camp américain et elle ne peut pas y déroger? Ça veut dire, d'abord, ça dépend, qu'est-ce que ça veut dire être dans le camp américain? Par exemple, les Américains ont pris des sanctions pour interdire les transferts de technologie vers la Chine. Est-ce que nous allons faire la même chose? Vous voyez, il y a toute une nuance dans le soutien aux États-Unis. Mais enfin, du point de vue européen, les Européens, comme d'habitude, sont divisés. Vous avez les Français, les Allemands, les Français pour des raisons politiques, les Allemands pour des raisons économiques, qui ne sont pas prêts à entrer dans une nouvelle croisade contre la Chine comme on était contre l'URSS. Et puis, j'en suis sûr, vous avez des pays comme le Royaume-Uni et comme la Pologne qui, eux, sont tout à fait prêts à se mettre dans les tranchées du côté américain. Donc il faut aussi, une fois de plus, que les Européens essayent de parvenir à une position commune. Vous parlez dans Le Point, dans un texte que vous écrivez, d'un gaullisme 2.0. Est-ce que c'est tenable encore aujourd'hui? Est-ce que c'est compréhensible pour les Américains? Alors d'abord, le gaullisme, les gens ont complètement oublié que le général de Gaulle était un excellent allié des États-Unis, que lorsqu'il y avait une crise, on l'a vu avec Cuba, on l'a vu avec Berlin, c'était l'allié le plus ferme des États-Unis. Donc on est un bon allié, mais on n'est pas aligné. Et donc, entre la Chine et entre les États-Unis, il faudrait que la France réussisse à trouver ce chemin. Alors, ça suscitera le mécontentement à Washington, où on imagine que le leadership... Il faut l'assumer. Mais il faut l'assumer, oui. Mais voilà, après tout, pourquoi pas. D'autant plus que la différence avec la guerre froide, c'est qu'en Asie, les pays asiatiques ne veulent pas choisir leur camp. Les pays comme l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam ont de très gros intérêts en Chine et ils ne veulent pas non plus choisir leur camp. Et ils pourraient être donc les interlocuteurs des Européens. De nouveau, nous sommes plus proches des États-Unis, mais nous n'avons pas à être alignés sur les États-Unis. Mais vous avez souligné à l'instant que les Européens, eux, pour le moment, ils sont divisés. Même Emmanuel Macron, sur le plan commercial, il a essayé de dire « faisons notre Buy European Act pour protéger nos entreprises ». Mais il n'y a pas de consensus en Europe aujourd'hui pour faire d'une Europe forte, même sur le plan commercial. Dès qu'il y a une crise, ça part toujours la division et ensuite on parvient en général à un compromis qui évidemment est un peu bâtard et donc il faut espérer qu'on arrive à un compromis. Et ce qui est important, c'est que les Allemands commencent à se préoccuper du problème parce que les Allemands sont de gros exportateurs industriels et donc évidemment le Inflation Reduction Act a des conséquences sur l'industrie allemande. Donc, si les Allemands commencent à bouger, les Espagnols, les Italiens, peut-être parviendrons-nous à un résultat. Après, c'est vrai que tout le monde ne subit pas les mêmes conséquences de la guerre en Ukraine. Là encore, Emmanuel Macron l'a dit sans phare aux élus américains qu'il a rencontrés hier, le coût de la guerre en Ukraine n'est pas le même pour nous en Europe et pour les États-Unis. Est-ce que pour autant, vous disiez tout à l'heure, on n'est pas si éloigné sur le fond? Est-ce que la France et les États-Unis se font la même idée de la sortie de la guerre en Ukraine, sur le plan diplomatique, militaire? Est-ce que c'est la même méthode? Alors, d'abord, évidemment, les États-Unis ont d'autres moyens de soutien, mais c'est frappant que, par exemple, le chef d'état-major américain a dit, il y a maintenant quelques semaines, l'Ukraine ne pourra pas récupérer tous ses territoires. C'est une phrase qui, si Emmanuel Macron l'avait prononcée, il y aurait eu des crises vraiment d'apoplexie en Pologne. Personne n'a osé rien dire parce là, que les ce sont les États-Unis. Ah bah oui. De même qu'une fuite révèle que l'administration américaine a dit à Zelensky n'excluez pas de négocier avec Poutine, alors que Zelensky disait l'inverse. Donc il y a du côté américain avec une toujours volonté... en tête l'idée que la Crimée, il ne faut peut-être pas y toucher et que les Ukrainiens peut-être Voilà, devront alors on ne renoncer. sait pas. Et ce sera peut-être dans le tête-à-tête entre Macron et Biden qu'ils parleront de la Crimée, par exemple. Donc il y a, pour le moment, c'est très préliminaire, parce que de toute façon, ni les Ukrainiens ni les Russes ne veulent négocier, ils veulent se battre. Mais dans 3-4 mois, est-ce que le moment ne viendra pas d'essayer de trouver un chemin de négociation? Les Américains sont d'accord avec les Français là-dessus. Mais vous qui êtes un diplomate de métier, par construction, par nature, vous pensez que l'issue à cette guerre, elle sera diplomatique plutôt que militaire? Je dois vous avouer qu'hélas, lorsqu'on regarde la situation, on a plutôt tendance à penser que ce conflit durera très longtemps, deviendra peut-être un conflit de basse intensité, mais que ça risque de rester une sorte de cancer au flanc de l'Europe.
Mais être diplomate, ça veut dire que même si on a une chance sur 100 d'y parvenir, il faut essayer de relancer la négociation. Et c'est ce qu'il faudra faire. Mais il faut attendre le moment où les deux adversaires sont soit fatigués ou on sent qu'ils commencent à se poser des questions sur la fin du conflit. Et donc là, il faut essayer de jouer son jeu. Et de nouveau, les Américains sont d'accord avec nous. Mais dans la manière d'y parvenir, il y a quand même une différence. Pardon, Gérard Araud, c'est le lien avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron, encore il y a quelques jours, au moment du G20, il dit « Je vais appeler prochainement Vladimir Poutine ». Il met en scène sa volonté de garder le contact avec le président russe. C'est pas le cas du président américain, là. Non, ça, ils n'ont pas... Mais il y a toujours des contacts. Hein. On a eu le directeur de la CIA, et le directeur de la CIA, c'est quelqu'un dans le système américain, c'est en plus un ancien diplomate, un de mes anciens collègues, a rencontré son homologue russe à Ankara. On sait qu'il y a des contacts entre les états-majors. Donc, pour le moment, il n'y a pas de relation directe, mais elle peut à tout moment se rallumer si nécessaire. Tout à l'heure, on a prononcé le mot de l'OTAN et du rôle que pouvait jouer l'OTAN sur la scène internationale. Je disais aussi en introduction, vous avez représenté la France à l'ONU. Oui. Paradoxalement, c'est la grande absente de ce conflit. Bon, il y a eu quelques tentatives de vote de résolution. Il y a un veto russe, le fait est. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que l'ONU est en état de mort cérébrale, comme Emmanuel Macron avait dit il y a quelques années, l'OTAN est en état de mort cérébrale? Non, je pense que, vous savez, l'ONU a été en état de mort cérébrale pendant 30 ans de guerre froide. Hein. C'est un système qui ne peut fonctionner que si les grandes puissances s'entendent. Donc pendant la guerre froide, il y avait des mois entiers où le Conseil de sécurité ne se réunissait pas et où les Nations Unies ne faisaient rien. Il y a eu ensuite, pendant un moment où les Nations Unies ont été beaucoup plus actives, et bien maintenant, de nouveau, les grandes puissances s'affrontent et les Nations Unies sont bloquées. Mais n'oubliez pas, les Nations Unies, ce sont aussi toutes les agences et qui font un travail formidable sur le terrain. Et ça peut revenir, donc c'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup Gérard Araud d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle votre ouvrage « Histoire diplomatique, leçon d'hier pour le monde d'aujourd'hui », c'est chez Grasset. On reparle bien évidemment de toute cette visite aujourd'hui, toute la journée sur LCI, conf de presse à 17h30.